Le mystère de Valladolid, partie 1. Dans les archives les plus secrètes de la Bibliothèque nationale du Mexique se trouve un dossier qu'aucun d'historien n'ose mentionner dans ses recherches. Daté de 1847, le document porte le sceau officiel du gouvernement du Yucatan et une annotation manuscrite qui fait froid dans le dos. Affaire des jumeaux Salazar, classée par ordre direct du gouverneur, accès public interdit. Ceux qui ont réussi à le consulter chuchotent qu'il contient des photographies qui ne devraient pas exister, des témoignages médicaux qui défient toute explication rationnelle et les détails d'une expérience qui a marqué à jamais le destin de 2 enfants innocents. Le plus troublant n'est pas ce que révèle le dossier, mais la question qu'il laisse sans réponse. Pourquoi les autorités mexicaines ont-elles gardé cette affaire secrète pendant plus de 175 ans? Mais avant de plonger dans cette histoire restée cachée, je dois vous demander quelque chose. Si des récits comme celui-ci, que peu de gens osent raconter, vous fascinent autant que moi, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos histoires. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville et de quel pays vous nous écoutez. Votre soutien nous permet de continuer à enquêter sur ces mystères que d'autres préfèrent laisser enfouis. Le mystère de Valladolid, partie 2. Pour comprendre cette histoire, il faut se transporter au cœur du Yucatan, au milieu du XIXe siècle, une époque où la ville de Valladolid gardait des secrets plus profonds que ses cénotes. En 1847, Valladolid était une ville coloniale de près de 12 000 habitants, témoin de révolutions, d'épidémies et de changements de pouvoir. La ville était alors un point stratégique de la guerre des castes, un conflit qui secouait la région. Les Mayas, fatigués de décennies de pression, s'étaient soulevés contre les propriétaires terriens créoles et Valladolid se retrouvait piégé entre 2 mondes. Dans ce contexte de tension, la médecine et la science commençaient à se frayer un chemin dans une société dominée par les superstitions héritées des cultures espagnoles et mayas. L'hôpital de San Juan de Dios avait été récemment rénové et accueillait le docteur Evaristo Campos, un médecin formé dans la capitale avec des idées révolutionnaires sur l'étude du comportement humain et des anomalies congénitales. Le docteur Campos, un homme de 43 ans avec une barbe soigneusement taillée et un regard d'une intense curiosité scientifique, avait apporté avec lui une vaste bibliothèque médicale et des instruments qui suscitaient à la fois curiosité et crainte dans la population. Son intérêt se portait sur ce qu'il appelait les cas exceptionnels de développement humain. Mais la société de Valladolid était rigide. À son sommet, les familles créoles, dont les fortunes provenaient des plantations de Heineken. Ces familles vivaient dans de somptueuses demeures autour de la place principale, où se dressait l'imposante cathédrale de San Gervasio. C'est l'une de ces familles, les Salazar, qui va se retrouver au cœur de notre histoire. Le mystère de Valladolid, partie 3. La famille Salazar était l'une des plus influentes de Valladolid. Don Patricio Salazar, un riche propriétaire terrien d'ascendance espagnole, avait épousé Doña Isabel Carrillo, une jeune femme de 18 ans, originaire d'une famille de commerçants de Mérida. Bien que leur mariage ait été arrangé, une véritable affection avait grandi entre eux. Leur demeure, située rue del Correo, était l'une des plus élégantes de la ville, avec ses façades jaune pâle et son patio central parfumé par les orangers. Doña Isabel, une femme à la beauté sereine et d'une grande bonté, avait gagné l'affection des habitants grâce à ses œuvres de charité et à sa douceur. Elle avait aussi une passion pour la lecture et la musique, des passe-temps rares pour une femme de son rang à l'époque. Cependant, malgré leur bonheur, une ombre planait sur le couple, leur incapacité à concevoir un enfant. Une situation qui, à l'époque, était perçue non seulement comme une tragédie personnelle, mais aussi comme un échec social, surtout pour la femme. Doña Isabel avait tout essayé. Consultation avec des guérisseuses mayas, neuvaines à la cathédrale et remèdes traditionnels, mais rien n'avait fonctionné. La pression sociale et les murmures des voisins sur une possible stérilité étaient une source de souffrance silencieuse pour le couple. Mais l'arrivée du docteur Campos à Valladolid allait tout changer. Son approche scientifique offrait un nouvel espoir. Il avait déjà obtenu des succès notables dans des cas similaires, utilisant des traitements qui combinaient la phytothérapie avec des techniques d'observation et de suivi. Le mystère de Valladolid, partie 4. Le climat de Valladolid, lourd et oppressant pendant la saison des pluies,
contribuait à créer une atmosphère particulière que beaucoup de voyageurs décrivaient comme fantomatique. L'humidité collait à la peau et les orages tropicaux qui s'abattaient sur la région durant les mois d'été illuminaient de manière spectrale les façades coloniales. Il était courant pour les habitants de se rassembler dans leurs patios pour réciter le chapelet, car on croyait que les éclairs étaient des manifestations de la colère divine. C'est dans ce décor de traditions ancestrales, de ferveur religieuse et de curiosité scientifique que l'histoire allait se dérouler. L'histoire commença par l'immense joie d'une grossesse longtemps attendue, qui finirait par devenir le secret le plus sombre que les autorités de Yucatan tenteraient de cacher pendant des décennies. Les cloches de la cathédrale sonnaient, indifférentes, comptant les heures menant à un événement qui allait à jamais changer la perception qu'avaient les habitants de Valladolid des limites de la nature humaine. Le matin du 15 mars 1847, l'air était inhabituellement chaud. Doña Isabel Salazar se réveilla avec une sensation étrange, une pression dans le ventre qu'elle n'avait jamais ressentie, malgré ses 8 mois de grossesse. Don Patricio était parti superviser la coupe de Heineken à l'hacienda. Doña Isabel resta sous la garde de Luz Marina, une servante maya de confiance qui était au service de la famille depuis plus de 10 ans. Luz Marina, avec ses yeux profonds qui semblaient détenir la sagesse de son peuple, remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Doña Isabel était extrêmement pâle et se plaignait de douleurs qui ne suivaient pas le schéma normal des contractions de travail. Ses yeux avaient un éclat étrange, comme si elle voyait quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Le mystère de Valladolid, partie 5. Vers 10 heures du matin, alors que le soleil accablait déjà les rues pavées de Valladolid, Doña Isabel fut frappée par ses premières contractions intenses. Luz Marina, la fidèle servante, envoya immédiatement chercher la sage-femme locale, Doña Carmen Esquivel, une femme de 60 ans dont l'expérience était respectée même par le docteur Campos. Cependant, la sage-femme était occupée à un autre accouchement en dehors de la ville, et le message fut donc directement acheminé à l'hôpital de San Juan de Dios. Le docteur Campos reçut la nouvelle avec un mélange d'inquiétude professionnelle et de curiosité scientifique. Pendant toute la grossesse, il avait suivi le cas de Doña Isabel avec une attention méticuleuse, documentant chaque symptôme et chaque particularité. Dans son journal personnel, retrouvé des années plus tard, il avait noté plusieurs observations qui s'avéraient prémonitoires. L'abdomen présente un volume supérieur à ce qui est attendu pour l'âge de la grossesse, avait-il écrit en janvier 1847. La patiente rapporte des mouvements fœtaux inhabituellement coordonnés, comme s'il y avait une communication entre plusieurs présences. Lorsque le médecin arriva à la maison des Salazar, accompagné de son assistant, le jeune étudiant en médecine Felipe Contreras, il découvrit une scène qui le troubla plus qu'il ne s'y attendait. Doña Isabel se tordait sur son lit, souffrant de douleurs qui semblaient venir par vagues synchronisées, mais qui ne correspondaient pas au rythme naturel du travail. Ses cris avaient une qualité particulière qui glaçait le sein. C'étaient 2 voix distinctes qui sortaient tour à tour de sa gorge, l'une plus aiguë que l'autre, comme si 2 êtres différents exprimaient leur souffrance à travers un seul corps. Selon le docteur Campos, la patiente semblait subir 2 accouchements simultanés, mais totalement indépendants. Le mystère de Valladolid, partie 6. Le travail de Doña Isabel dura 14 heures, un temps qui, à l'époque, représentait un risque mortel tant pour la mère que pour les enfants. Pendant ce temps, les cris s'entendaient jusque dans la rue, et plusieurs voisins, alarmés, s'approchèrent de la maison. Le curé de la cathédrale, le père Sébastien Rios, vint même pour administrer les derniers sacrements, convaincu qu'il assistait au dernier moment de la vie de la femme. C'est à 23h37 que les jumeaux naquirent enfin. Le docteur Campos, épuisé, s'attendait à accueillir des bébés ordinaires, mais ce qu'il vit le laissa paralysé pendant plusieurs secondes. Les bébés étaient unis par une membrane de peau et de cartilage qui s'étendait de leurs côtés respectifs, formant une connexion qui palpitait de vie. Mais le plus choquant n'était pas l'union physique, c'était la manière dont les nouveau-nés se regardaient. Leurs yeux se croisèrent au moment exact de leur naissance. Ce n'était pas le regard perdu typique des nouveau-nés, mais un regard conscient, comme s'ils se reconnaissaient et attendaient ce moment depuis des mois. Le médecin continua de décrire que les bébés semblaient communiquer par des mouvements parfaitement synchronisés. Quand l'un pleurait, l'autre se taisait. Quand l'un bougeait son bras droit, l'autre bougeait son bras gauche en un parfait miroir.
Felipe Contreras, l'assistant du docteur Campos, confessa plus tard que cette nuit-là, il avait été témoin de quelque chose qui défiait toutes ses croyances sur la nature humaine. C'était comme s'ils étaient deux moitiés d'un même être. Leur respiration et leur battement de cœur étaient coordonnés. Le plus troublant fut que lorsque le médecin pinça accidentellement le pied de l'un pour stimuler un cri, l'autre réagit instantanément avec la même expression de douleur. Le mystère de Valladolid. Partie 7. Épuisée mais consciente, Doña Isabel put voir ses enfants quelques instants avant que le docteur Campos ne prenne une décision qui allait sceller leur destin. « Il faut les séparer », déclara-t-il, dissimulant sa propre incertitude derrière une fermeté professionnelle. « La connexion qu'ils présentent est incompatible avec une vie normale. Je dois étudier la nature exacte de cette union avant de procéder à toute intervention chirurgicale. » La décision du médecin n'était pas seulement professionnelle. Il y avait quelque chose dans la façon dont les jumeaux se regardaient mutuellement qui l'inquiétait profondément. Il avait lu des cas similaires pendant ses études en Europe, mais aucune description médicale n'avait mentionné cette qualité presque télépathique qui semblait exister entre eux. C'est comme s'ils ne partageaient pas seulement un corps, mais aussi un esprit, confia-t-il au père Rios le lendemain matin. Quand l'un rêve, l'autre sourit. Quand l'un a faim, l'autre cherche instinctivement le sein maternel, même s'il n'est pas celui qui est nourri. Don Patricio, qui était rentré en courant de l'hacienda à l'annonce de la naissance, se retrouva face à une situation qui dépassait ses pires craintes. Les jumeaux furent baptisés en urgence cette même nuit, nommés Aurelio et Valentin, des noms qu'il avait choisis des semaines auparavant, sans savoir à quel point ils résonneraient dans les circonstances extraordinaires de leur naissance. Le prêtre effectua la cérémonie dans la chambre de Doña Isabel, mais un événement se produisit qui convainquit le docteur Campos qu'il était confronté à quelque chose qui allait au-delà de toute anomalie médicale connue. Le mystère de Valladolid, partie 8. Pendant le baptême des jumeaux, alors que le père Rios versait l'eau bénite sur le front de Valentine, une chose étrange se produisit. Le jumeau, qui était jusque-là silencieux et calme, se mit soudainement à pleurer de manière déchirante. Ce qui surprit tout le monde, c'est qu'Aurelio, le second jumeau, qui dormait paisiblement, se réveilla en sursaut et se mit à crier exactement de la même manière, avec la même intensité et la même expression de souffrance sur son visage. Le docteur Campos, qui observait la scène, fut stupéfait. C'était comme si l'eau sacrée, destinée à purifier l'un, brûlait l'autre, écrivit-il plus tard dans son journal. Leur connexion ne se limitait pas aux mouvements physiques ou aux expressions. Elle était aussi spirituelle. Le père Rios, quant à lui, murmura une prière de protection et décida de poursuivre la cérémonie en se concentrant sur les deux enfants en même temps, comme si la nature même de leur être les obligeait à partager tout, même la grâce divine. Après la cérémonie, les jumeaux furent placés dans le même berceau. Mais Don Patricio, le père, sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il regarda ses fils et, au lieu de la joie qu'il aurait dû ressentir, il fut submergé par une profonde anxiété. La façon dont leurs yeux se croisaient, la synchronisation de leurs mouvements, tout semblait anormal. Il se souvint des superstitions de son enfance et se demandait si ses fils étaient maudits. Il tenta de se rassurer en se disant que l'amour d'une mère et d'un père guérirait n'importe quelle anomalie. Mais le docteur Campos avait déjà pris sa décision. Il devait les séparer non seulement pour qu'ils puissent mener une vie normale, mais aussi pour comprendre la nature de leur union. Il était convaincu que l'étude de leur connexion pourrait révéler de grandes choses sur la conscience humaine et la biologie. Le plus grand défi du docteur Campos ne sera pas l'opération en elle-même, mais la réaction de la mère, Doña Isabel. Le lien qui l'unit à ses fils est plus fort qu'on ne le pense et pourrait mettre en danger le plan du docteur Campos. Le mystère de Valladolid, partie 9. Les premiers mois qui suivirent la naissance des jumeaux se déroulèrent avec une fausse normalité qui apaisa temporairement la famille Salazar. Aurelio et Valentine grandissaient. Leur développement, bien que singulier par sa synchronisation parfaite, ne présentait pas de complications médicales graves.
Doña Isabel s'était remise de son accouchement traumatisant et s'occupait de ses enfants avec une dévotion qui frôlait l'obsession, comme si elle pressentait que le temps qui lui était imparti avec eux était compté. Cependant, la tranquillité du foyer contrastait de manière saisissante avec l'agitation que la lettre du docteur Campos avait provoquée dans les cercles officiels de Mérida, la capitale du Yucatan. Le gouverneur Miguel Barbachano, un homme pragmatique qui avait appris à naviguer dans les eaux politiques agitées d'une région en conflit permanent, comprit immédiatement les implications que cette affaire pouvait avoir sur la stabilité de son gouvernement. À cette époque, la situation politique au Yucatan était extrêmement délicate. La guerre des castes avait débuté l'année précédente et avait plongé la péninsule dans un état de violence qui menaçait de détruire l'ordre colonial établi. Les Mayas, menés par Cecilio Chi et Jacinto Pat, avaient fait preuve d'une capacité d'organisation militaire qui avait surpris les autorités créoles. Chaque mois apportait son lot de nouvelles de villages attaqués et d'haciendas incendiées. Dans ce contexte de crise, tout événement pouvant être interprété comme un présage ou une manifestation surnaturelle avait le potentiel d'influencer de manière dramatique le moral de la population. Le gouverneur Barbachano savait que les croyances populaires, en particulier celles liées aux naissances extraordinaires, avaient historiquement servi de catalyseur pour des mouvements politiques et religieux capables de renverser des gouvernements entiers. C'est pour cette raison que la réponse officielle à la demande du docteur Campos arriva avec des restrictions que le médecin n'avait pas anticipées. Le mystère de Valladolid, partie 10. Le permis d'étudier les jumeaux fut accordé, mais sous des conditions strictes. Toute information relative à l'affaire devait être rapportée exclusivement à une commission spéciale désignée par le gouverneur, composée du docteur Isidro Segovia, son médecin personnel, du colonel Eugenio Lara, le commandant militaire de la région, et de Teodoro Bracamonte, le secrétaire du gouvernement. Cette commission se réunit pour la première fois le 15 mai 1847, exactement 2 mois après la naissance des jumeaux. Les procès-verbaux de cette réunion, conservés dans le dossier classifié, révèlent la profondeur de l'inquiétude officielle face à l'affaire. Le docteur Campos a signalé des anomalies dans le développement des enfants qui vont au-delà de la simple connexion physique, a écrit le secrétaire Bracamonte dans son rapport. Selon ces observations, les enfants montrent une capacité de communication non verbale qui suggère un lien mental direct. Cette situation soulève des questions qui pourraient avoir des implications politiques significatives si elles étaient rendues publiques. Pendant ce temps, à Valladolid, le docteur Campos avait commencé une série d'observations systématiques qu'il documentait méticuleusement dans un journal intitulé « Études longitudinales du cas Salazar, observations sur le développement gémellaire anormal ». Les entrées de ce journal, écrites avec la précision scientifique de l'époque, mais teintées d'une inquiétude croissante, offrent une fenêtre unique sur l'évolution des jumeaux. L'entrée du 3 avril 1847 est particulièrement révélatrice. Aujourd'hui, j'ai observé pour la première fois ce que je ne peux que décrire comme un transfert émotionnel direct entre Aurelio et Valentine. Alors que j'examinais Aurelio en exerçant une pression sur son abdomen pour vérifier le développement de ses organes, Valentine, qui se trouvait à environ 1 demi-mètre, s'est mise à pleurer exactement au même moment où son frère ressentait une gêne. Quand la pression cessa, Valentine se calma instantanément. Le docteur répéta l'expérience 3 fois avec des résultats identiques. Le mystère de Valladolid, partie 11. Les observations du docteur Campos devenaient chaque jour plus déconcertantes. Les jumeaux ne semblaient pas seulement partager des sensations physiques, ils avaient aussi développé un langage fait de regards et de gestes qui leur permettait de communiquer avec une efficacité dépassant celle de nombreux adultes. Doña Isabel, qui passait presque toutes ses journées à observer ses fils, avait commencé à noter des schémas de comportement qui l'inquiétaient profondément. Quand l'un d'eux veut quelque chose, confia-t-elle à Luz Marina, sa fidèle servante, l'autre s'agite jusqu'à ce que le besoin du premier soit satisfait. C'est comme s'il savait ce que l'autre pense avant même qu'il ne le pense. Luz Marina, avec sa sagesse maya, comprenait ces phénomènes mieux que la médecine occidentale. Elle répondit à Doña Isabel avec une phrase qui resterait gravée dans sa mémoire. « Il y a des choses qui dépassent l'entendement des docteurs, Señora. Ces enfants ont apporté quelque chose de spécial avec eux en naissant, quelque chose qui n'est pas de ce monde, mais qui n'est pas mauvais non plus. C'est juste différent. »
Cependant, les observations du docteur Campos allaient bientôt révéler des aspects du développement des jumeaux qui ne pourraient pas être décrits simplement comme différents. Une entrée de son journal, datée du 20 mai 1847, marque un point de non-retour dans sa compréhension de l'affaire. J'ai découvert quelque chose qui défie toute explication médicale connue. Quand l'un des jumeaux ressent une douleur dans un membre spécifique, l'autre développe immédiatement une marque rougeâtre sur le membre correspondant. Cette marque persiste exactement aussi longtemps que la gêne de l'autre jumeau. J'ai documenté ce phénomène à 11 reprises et à chaque fois, la corrélation était parfaite. La situation se compliqua encore quand le docteur commença à faire des tests plus poussés. Le mystère de Valladolid, partie 12. En utilisant des techniques d'observation apprises lors de ses études de neurologie à Paris, le docteur Campos découvrit que les schémas de sommeil des jumeaux étaient complètement synchronisés, non seulement en termes de durée, mais aussi de phases de sommeil profond et léger. C'est comme s'ils partageaient un seul système nerveux qui s'étend sur 2 corps, écrivit-il dans une lettre à son ancien professeur, le docteur Henri Beaumont de la Sorbonne. Il commença à soupçonner que la connexion physique qui unissait ses enfants n'était que la manifestation externe d'une union beaucoup plus profonde, impliquant des aspects de la conscience humaine que la science commençait à peine à entrevoir. Cette lettre, envoyée à Paris le 25 juin 1847, mettrait 3 mois à arriver à destination. Cependant, la réponse du docteur Beaumont, datée du 8 octobre de la même année, offrit au docteur Campos la première confirmation qu'il n'était pas seul dans ses observations. « Mon cher Évaristo », écrivait le médecin français, « j'ai consulté mes collègues du département de neurologie à propos de l'affaire que tu décris, et plusieurs d'entre eux ont fait des observations similaires chez des jumeaux siamois qu'ils ont étudiés à Londres et à Vienne. Il semblait exister un schéma suggérant que certaines connexions physiques pouvaient être accompagnées de phénomènes qui allaient au-delà de l'anatomie pure. Mais les événements à Valladolid avaient déjà pris un tournant qui allait rendre toute confirmation scientifique extérieure inutile. À la fin de juillet 1847, après 4 mois d'observations systématiques, le docteur Campos reçut une visite inattendue qui allait changer à jamais le cours de ses recherches et le destin des jumeaux Salazar. Le mystère de Valladolid, partie 13. C'est le docteur Isidro Segovia, l'envoyé personnel du gouverneur Barbachano, qui fit cette visite inattendue à Valladolid. Il arriva accompagné d'une escorte militaire avec pour mission d'évaluer personnellement la situation des jumeaux. Sa présence ne passa pas inaperçue et les habitants firent immédiatement le lien entre la visite officielle et les rumeurs qui circulaient depuis des mois sur les enfants spéciaux de la famille Salazar. La première rencontre entre le docteur Segovia et le docteur Campos eut lieu le 28 juillet à l'hôpital de San Juan de Dios. Les notes de cette réunion, conservées dans le dossier, révèlent une tension palpable entre les deux médecins. Le docteur Segovia, plus conservateur et aligné sur les intérêts politiques du gouvernement, avait pour mission de déterminer si le cas représentait une menace pour la stabilité régionale. « Votre enquête, docteur Campos, déclara Segovia après avoir examiné les rapports préliminaires, a produit des résultats qui dépassent ce que nous considérons appropriés pour la diffusion publique. Le gouverneur est préoccupé par les implications que ces découvertes pourraient avoir si elles parvenaient à la population, surtout en ce moment si délicat pour la paix sociale de la région. » Le docteur Campos, surpris par le tour politique que prenait ce qu'il considérait comme une enquête purement scientifique, tenta de défendre l'importance de ces observations pour l'avancement du savoir médical. Il argua que les phénomènes qu'il avait documentés représentaient une occasion unique de comprendre la nature humaine. « Nous ne pouvons pas permettre que des considérations politiques fassent obstacle au progrès scientifique », insista-t-il. Malheureusement, le docteur Segovia avait des ordres stricts qui n'admettaient aucune discussion. Le mystère de Valladolid, partie 14. À partir de ce moment, déclara le docteur Segovia, avec l'autorité que lui conféra sa position, toute information relative au cas Salazar doit être considérée comme confidentielle. Vous continuerez vos observations, mais sous la supervision directe de cette commission, et avec l'interdiction expresse de communiquer vos découvertes à quiconque, qu'il soit national ou étranger. Le docteur Segovia se rendit ensuite chez les Salazar pour observer personnellement les jumeaux. Ce qu'il vit le convainquit que les inquiétudes du gouverneur étaient pleinement justifiées. Dans son rapport confidentiel, daté du 30 juillet, il écrivit « Les enfants présentent des anomalies de comportement qui vont au-delà de toute explication médicale conventionnelle.
Leur capacité de communication non verbale et la synchronisation de leurs réponses physiques et émotionnelles suggèrent un état qui pourrait être interprété par la population superstitieuse comme une manifestation de force surnaturelle. Dans le contexte actuel de la guerre des castes, une telle interprétation pourrait avoir des conséquences imprévisibles pour l'ordre public. Mais il y avait un autre détail dans le rapport du docteur Segovia, un détail qui révélait la véritable dimension de ses préoccupations. Il avait été témoin d'un événement si troublant qu'il avait décidé de le garder secret, même pour ses supérieurs à Mérida. Alors qu'il observait les jumeaux pendant leur repas, il remarqua que lorsque Doña Isabel allaitait Aurelio, Valentine faisait des mouvements de succion parfaitement synchronisés, comme s'il était lui aussi en train d'être nourri. Intrigué, il demanda que l'on mesure le poids des deux enfants avant et après le repas. Les résultats étaient impossibles à expliquer. Les deux jumeaux avaient pris exactement le même poids, bien qu'un seul d'entre eux ait été nourri. Ce phénomène, écrivait-il dans une section de son rapport marquée comme strictement confidentiel, suggère une connexion entre les enfants qui transcende toute compréhension scientifique actuelle. Si cette observation était rendue publique, elle pourrait être interprétée comme la preuve de pouvoirs miraculeux ou démoniaques. Dans les deux cas, ce serait une menace pour la stabilité sociale de la région. Le mystère de Valladolid, partie 15. C'est cette dernière observation qui poussa le docteur Segovia à prendre la décision la plus importante de toute l'enquête. Les jumeaux Salazar devaient être séparés chirurgicalement, non pas pour des raisons médicales, mais pour des raisons de sécurité nationale. La décision fut officiellement communiquée à la famille Salazar le 5 août 1847. La réaction de Doña Isabel fut aussi dévastatrice que l'avait craint le docteur Campos. « Vous ne pouvez pas les séparer », supplia-t-elle en larmes. « Vous ne comprenez pas qu'ils ont besoin d'être ensemble. C'est comme s'ils n'avaient qu'une seule âme, vivant dans deux corps. Les séparer, ce serait les couper en deux. » Don Patricio, bien que comprenant la douleur de sa femme, se trouvait dans une situation impossible. En tant que citoyen éminent de Valladolid, il ne pouvait pas s'opposer ouvertement à une décision du gouvernement, surtout en période de conflit. Dans le même temps, son instinct de père le poussait à chercher toutes les alternatives possibles pour éviter une séparation qui, il le savait, pourrait être fatale pour ses fils. C'est à ce moment-là que l'événement qui marquerait définitivement le destin de la famille Salazar et ferait de cette affaire le secret le plus sombre du gouvernement du Yucatan se produisit. La date de la séparation chirurgicale fut fixée au 20 août 1847, soit exactement 5 mois après leur naissance. Cependant, les jours précédant l'opération furent marqués par une série d'événements qui forcèrent le docteur Segovia à reconsidérer non seulement l'intervention médicale, mais l'ensemble de la stratégie officielle pour gérer l'affaire. Le mystère de Valladolid, partie 16. Le premier incident eut lieu dans la nuit du 10 août, lorsque Luz Marina réveilla la famille en hurlant. Elle avait trouvé les jumeaux dans un état qu'elle décrivit comme endormis mais conscients. Aurelio et Valentine avaient les yeux fermés et respiraient au rythme lent et profond du sommeil, mais leur corps bougeait de manière parfaitement coordonnée, comme s'ils exécutaient une danse invisible. Leurs bras se levaient et s'abaissaient à l'unisson, leurs têtes tournaient dans des directions opposées mais complémentaires, et de leur gorge s'échappait un doux murmure qui ne ressemblait à aucune langue connue. Doña Isabel, en observant la scène, fut saisie d'une sensation qu'elle décrirait plus tard comme un mélange de terreur et d'une étrange beauté. Les mouvements de ses fils étaient d'une grâce et d'une précision impossibles pour des bébés de leur âge, et le son qu'ils émettaient, bien qu'indéchiffrable, avait une qualité musicale hypnotisante. C'est comme s'ils communiquaient dans un langage que seuls eux comprenaient, écrivit-elle dans une lettre à sa sœur à Mérida. Une lettre qu'elle n'envoya jamais et qui fut retrouvée des années plus tard. Lorsque le docteur Campos arriva le lendemain matin pour examiner les jumeaux, il découvrit qu'ils avaient développé une nouvelle caractéristique physique durant la nuit. Le long du pont de peau qui les unissait était apparu un motif de lignes rougeâtres qui ressemblait vaguement à l'écriture hiéroglyphique maya. Les lignes étaient clairement visibles et légèrement surélevées. Le mystère de Valladolid, partie 17. J'ai examiné ces marques avec la plus grande attention possible, écrivit le docteur dans son rapport du 11 août. Elles ne semblent pas être le résultat d'un traumatisme externe et ne présentent aucun signe d'inflammation ou d'infection. Leur apparition soudaine et leur disposition géométrique suggèrent un phénomène d'origine interne que je ne peux expliquer avec les connaissances médicales actuelles.
J'ai demandé la consultation du professeur Diego Ancona, expert en écriture maya de l'Université de Mérida, pour déterminer si ces marques correspondent à un système d'écriture connu. La réponse du professeur Ancona, arrivée par courrier le 15 août, ajouta une dimension entièrement nouvelle au mystère. Les marques que vous décrivez dans votre lettre présentent des similitudes surprenantes avec certains glyphes mayas liés au concept de dualité et d'union spirituelle, écrivit le professeur. Cependant, la combinaison spécifique des symboles ne correspond à aucun texte connu dans les codex existants. C'est comme s'il s'agissait d'une variation ou d'une évolution de l'écriture maya traditionnelle, adaptée pour exprimer des concepts qui n'ont pas de précédent dans la littérature indigène connue. Cette révélation parvint au docteur Segovia, de retour à Valladolid, pour superviser les préparatifs de la chirurgie. Sa réaction fut immédiate et sans appel. « Cette affaire a dépassé toute considération médicale normale », déclara-t-il lors d'une réunion d'urgence avec le docteur Campos et les autorités locales. L'apparition de symboles pouvant être interprétés comme de l'écriture maya sur le corps de ces enfants créoles représente une menace directe pour la stabilité sociale de la région. Si cette information parvenait au chef maya, elle pourrait être utilisée comme propagande pour affirmer que les dieux ancestraux ont choisi ces enfants comme messagers de leur cause. Le mystère de Valladolid, partie 18. Dans le contexte de la guerre des castes, la rébellion avait acquis une dimension presque mystique. Les chefs mayas utilisaient des prophéties et des signes pour maintenir le moral de leurs troupes et attirer de nouveaux combattants. L'apparition d'enfants créoles avec des marques rappelant l'écriture sacrée maya pourrait être interprétée comme une confirmation divine de la légitimité de leur lutte. Face à cette crise politique imminente, le docteur Segovia prit une décision qui allait changer à jamais le destin des jumeaux Salazar. Au lieu de procéder à la séparation chirurgicale comme prévu, il proposa au gouverneur Barbachano une toute autre ligne de conduite. Les jumeaux seraient transférés secrètement vers un lieu sûr, où ils pourraient être étudiés sans risquer que l'information ne soit rendue publique. La proposition fut approuvée par télégraphe le 18 août, à peine 2 jours avant la date initialement fixée pour l'opération. Le message chiffré, selon le code officiel du gouvernement, était laconique mais définitif. Autorise transfert immédiat, sujet cas spécial. Destination, installation spéciale, fort de San Benito. Secret maximal. Barbachano. Le fort de San Benito était une installation militaire abandonnée sur la côte orientale de la péninsule, à environ 200 km de Valladolid. Construit originalement pour se défendre des pirates, il avait été abandonné au profit de fortifications plus modernes. Cependant, ces installations étaient encore solides et, surtout, il était complètement isolé de toute population civile. La notification du transfert fut faite à la famille Salazar le matin du 19 août, 24 heures seulement avant le départ. Le mystère de Valladolid, partie 19. Le docteur Segovia, accompagné du commandant de la garnison locale, se présenta à la maison des Salazar avec un ordre officiel sans appel. Pour des raisons de sécurité nationale, déclara le fonctionnaire, les enfants Aurelio et Valentine Salazar doivent être immédiatement transférés vers une installation spécialisée où ils recevront les soins appropriés à leurs conditions exceptionnelles. La réaction de Doña Isabel fut celle qu'on pouvait attendre d'une mère à qui l'on va arracher ses enfants. Ses supplications, ses larmes et ses protestations résonnèrent dans la maison, mais elles se heurtèrent à la détermination inflexible des autorités. Don Patricio, comprenant que toute résistance serait inutile et pourrait avoir des conséquences encore pires, tenta de négocier au moins le droit d'accompagner ses fils pendant le transfert. « C'est impossible », déclara le docteur Segovia. « La nature confidentielle de cette opération exige que le secret le plus absolu soit maintenu sur l'emplacement et les circonstances du transfert. Vous pourrez leur rendre visite périodiquement, mais dans des conditions de sécurité strictes, et uniquement après que les enfants auront été correctement installés dans leurs nouvelles installations. » C'était un mensonge, et le docteur Segovia le savait. Les ordres qu'il avait reçus du gouverneur étaient clairs. Une fois les jumeaux transférés au fort de San Benito, il n'y aurait plus de contact avec la famille. L'affaire Salazar serait officiellement classée comme une question de sécurité nationale et toute information sur la localisation ou l'état des enfants serait soumise au secret militaire indéfini.
La nuit du 19 au 20 août 1847 fut la dernière que les jumeaux Aurelio et Valentine passèrent dans la maison où ils étaient nés. Le mystère de Valladolid, partie 20. Doña Isabel veilla toute la nuit, les berçant dans ses bras et leur murmurant des berceuses de son enfance. Mais même dans ces derniers moments, les phénomènes extraordinaires qui avaient marqué le développement des jumeaux continuèrent de se manifester. Selon le récit de Luz Marina, qui resta éveillé pour accompagner la famille, les jumeaux semblaient conscients que quelque chose était sur le point de changer de manière radicale dans leur vie. Leurs mouvements étaient devenus plus agités, leur regard plus intense, et le murmure qu'ils produisaient lorsqu'ils étaient ensemble avait acquis une qualité urgente, comme s'ils essayaient de communiquer quelque chose d'important qu'ils ne pouvaient pas exprimer avec des mots. C'est comme s'ils savaient qu'une séparation approchait, écrivit Luz Marina dans un témoignage qu'elle donna des années plus tard à un enquêteur indépendant. Pas la séparation de leur corps, que nous attendions tous, mais quelque chose de bien pire, la séparation de leur famille, de leur foyer, de tout ce qu'ils connaissaient. Et le plus terrible, c'est qu'ils semblaient essayer de se consoler mutuellement, comme des adultes qui comprenaient parfaitement la gravité de la situation. Le matin du 20 août, une épaisse brume enveloppait les rues de Valladolid. À 6 heures précises, une charrette militaire escortée de 8 soldats à cheval s'arrêta devant la maison des Salazar. Le docteur Segovia, en uniforme militaire, descendit du véhicule, accompagné de 2 infirmiers qui portaient une civière spécialement conçue pour transporter les jumeaux. Le moment des adieux fut si déchirant que même les soldats, aguerris par la guerre des castes, détournèrent le regard quand Doña Isabel dut remettre ses enfants. « Ne leur faites pas de mal, » supplia-t-elle. « Ce ne sont que des bébés. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. » Ces dernières paroles, avant que la charrette ne s'éloigne, furent une promesse qu'elle ne savait pas si elle pourrait tenir. « Je trouverai un moyen d'aller vous voir. Quoi qu'il arrive, je serai à nouveau avec vous. » La charrette disparut dans la brume, emportant Aurelio et Valentin vers un destin que leurs parents ne connaissaient pas, et vers un avenir que personne ne pouvait prédire. Le mystère de Valladolid, partie 21. Ce qui s'est passé pendant le voyage de 4 jours vers le fort de San Benito et ce qui est arrivé ensuite dans cette installation militaire abandonnée constitue la partie la plus sombre du dossier que le gouvernement mexicain a gardé secrète pendant les 175 ans suivantes. À Valladolid, la maison des Salazar fut plongée dans un silence de mort, brisé seulement par les sanglots de Doña Isabel et les prières murmurées de Luz Marina. Don Patricio, anéanti mais toujours plein d'espoir, commença immédiatement à demander les permis nécessaires pour se rendre à l'endroit où ses fils avaient été emmenés. Il ne serait jamais que ces permis ne seraient jamais accordés, et que la dernière trace officielle de l'existence de ses enfants avait disparu à jamais dans les archives classifiées du gouvernement du Yucatan. Le voyage se déroula sous le secret le plus strict. Même les soldats ne connaissaient pas la véritable destination. Le docteur Segovia avait insisté pour qu'ils utilisent des routes secondaires afin d'éviter toute rencontre avec des civils. Les arrêts se faisaient dans des haciendas abandonnées ou des campements militaires isolés pour garantir la confidentialité absolue. Pendant le trajet, le comportement des jumeaux devint de plus en plus inquiétant. Selon les notes du docteur Segovia, qui a tenu un journal détaillé de l'opération, Aurelio et Valentine semblaient percevoir qu'ils s'éloignaient de quelque chose d'important. Leurs pleurs, qui s'arrêtaient normalement lorsqu'ils étaient consolés, devinrent inconsolables, et ils développaient un schéma d'agitation qui s'intensifiait chaque fois que la charrette changeait de direction. C'est comme s'ils avaient une boussole interne qui leur indiquait la direction de leur maison, écrivait le médecin. Plus nous nous éloignons de Valladolid, plus leur angoisse s'intensifie. J'ai essayé de les calmer par différentes méthodes, mais rien ne semble fonctionner. La suite va montrer que les jumeaux ont bien plus de pouvoir qu'on ne le pense. Le mystère de Valladolid, partie 22. Le 3e jour du voyage, un événement se produisit qui convainquit le docteur Segovia qu'il avait gravement sous-estimé la complexité de l'affaire. Lors d'un arrêt pour changer les chevaux près de la côte, les jumeaux tombèrent soudainement dans un état de calme absolu qui contrastait avec l'agitation des jours précédents. Ils étaient parfaitement silencieux, les yeux ouverts et fixés sur un point indéfini à l'horizon.
Leur respiration s'était synchronisée si parfaitement qu'il semblait être un seul organisme avec 2 poumons. Mais le plus troublant fut que les marques rougeâtres sur le pont de peau qui les unissait commencèrent à briller d'une luminosité subtile mais clairement visible, même en plein jour. J'ai observé ce phénomène pendant 3 heures consécutives, nota le docteur Segovia. La lumière ne semble pas provenir d'un facteur extérieur, mais de l'intérieur de leur tissu. J'ai consulté les infirmiers qui m'accompagnent et ils confirment tous les deux qu'ils peuvent voir la lueur sans difficulté. Je n'ai aucune explication médicale pour ce phénomène et je commence à me demander si nous ne sommes pas confrontés à quelque chose qui dépasse toutes les connaissances scientifiques actuelles. Lorsqu'ils arrivèrent finalement au fort de San Benito dans l'après-midi du 23 août, le docteur Segovia découvrit une installation qui avait été préparée spécifiquement pour les recevoir, selon des instructions détaillées venues de Mérida. Le mystère de Valladolid, partie 23. Le fort, construit en pierre de corail sur une falaise surplombant la mer des Caraïbes, avait été partiellement restauré pour créer ce qui était officiellement décrit comme un laboratoire de recherche médicale spécialisé. La chambre, destinée aux jumeaux, avait été équipée des meilleurs instruments disponibles dans la région. Il y avait un berceau spécialement conçu pour leurs conditions physiques, des instruments de mesure importés d'Europe et une bibliothèque médicale contenant les textes les plus avancés sur l'anatomie et la physiologie gémellaire. Cependant, d'autres éléments dans la pièce révélaient le véritable but de l'installation. Des barreaux aux fenêtres, une porte qui se fermait de l'extérieur et des gardes armés postés en permanence dans le couloir. L'équipe médicale qui attendait au fort était composée de personnes dont les noms ne figuraient pas dans les registres officiels du gouvernement du Yucatan. Le docteur Heinrich Zimmermann, un médecin allemand qui se présentait comme un spécialiste des anomalies du développement humain, était arrivé des semaines auparavant, accompagné de 2 assistants dont les accréditations n'avaient jamais été vérifiées publiquement. La présence d'étrangers dans une opération classée comme secret d'État suggérait que l'affaire avait pris une dimension internationale. Le docteur Zimmermann, un homme d'âge moyen, avec un fort accent allemand et des manières formelles, accueillit les jumeaux avec un enthousiasme qui troubla le docteur Segovia. « Enfin, déclara-t-il, nous avons l'occasion d'étudier un cas qui pourrait révolutionner notre compréhension de la nature humaine. » Il était vrai que le docteur Zimmermann avait des lettres de recommandation d'institutions médicales européennes prestigieuses. Mais quelque chose dans sa façon d'observer les jumeaux suggérait des motivations qui allaient au-delà de la pure curiosité scientifique. Le mystère de Valladolid, partie 24. Les questions du docteur Zimmermann se concentraient de manière obsessionnelle sur les aspects les plus insolites du comportement des enfants, et il avait spécifiquement demandé des détails sur l'apparition des marques lumineuses sur leur peau. Durant les premières semaines au fort de San Benito, les observations de l'équipe médicale confirmèrent que l'isolement de leur environnement familial avait profondément affecté les jumeaux. Leur développement physique, normal au cours des premiers mois, commença à montrer des irrégularités qui ne pouvaient s'expliquer par des facteurs nutritionnels ou environnementaux. Les sujets présentent des schémas de croissance qui défient toute norme établie, écrivit le docteur Zimmermann dans son premier rapport daté du 15 septembre 1847. Tandis que leur développement moteur et cognitif semble s'être accéléré de manière significative, leur croissance physique a ralenti de manière inquiétante, comme si toute leur énergie vitale était canalisée vers le développement de capacités qui ne sont pas typiquement humaines. Ces capacités se manifestaient de manière de plus en plus évidente au fil des semaines. Les jumeaux avaient développé une forme de communication qui ne nécessitait pas de son audible. Ils pouvaient se transmettre des informations complexes en restant immobiles et concentrés l'un sur l'autre pendant de longues périodes. Pendant ces épisodes de communication silencieuse, comme les décrivait le docteur Zimmermann, les marques sur leur peau s'illuminaient avec une intensité visible même à la lumière directe du soleil. Mais c'est au cours du mois d'octobre que les expériences du docteur Zimmermann prirent un tournant qui aurait horrifié n'importe quel observateur extérieur. Convaincu que la connexion pouvait être mesurée et manipulée,
le médecin allemand commença à effectuer ce qu'il appelait des tests de résistance de la connexion gémellaire. Le mystère de Valladolid, partie 25. Ces tests consistaient à séparer physiquement les jumeaux pendant des périodes de plus en plus longues, pour observer la réaction de chacun à l'absence de l'autre. Les résultats furent si dramatiques que même le docteur Segovia, qui s'était endurci face aux aspects les plus troublants de l'affaire, commençait à remettre en question l'éthique des procédures. Quand Aurelio est emmené dans une pièce séparée, écrivit-il dans son rapport du 8 octobre, Valentin entre immédiatement dans un état d'agitation qui frise l'hystérie. Sa respiration devient erratique, sa température corporelle monte dangereusement, et les marques sur sa peau s'illuminent avec une intensité qui est presque douloureuse à observer. Mais le plus inquiétant, c'est qu'Aurelio, dans la pièce séparée, présente exactement les mêmes symptômes, au même moment, comme si les deux ressentaient physiquement l'angoisse de la séparation. Les expériences révélèrent que la distance physique ne semblait pas affecter l'intensité de la connexion. Même lorsqu'ils étaient placés aux extrémités opposées du fort, séparés par des murs de pierre, ils continuaient de montrer des réactions synchronisées à toute stimulation appliquée à l'un d'eux. Cette observation conduisit le docteur Zimmermann à développer une théorie qu'il présenta dans un rapport confidentiel adressé directement au gouverneur Barbacciano. La connexion entre ces sujets transcende tout mécanisme physique connu, écrivit le médecin allemand. Mes observations suggèrent que nous sommes face à un phénomène qui implique des aspects de la conscience humaine que la science occidentale n'a même pas commencé à explorer. Cependant, j'ai des raisons de croire qu'il existe des traditions de connaissances dans d'autres cultures qui pourraient fournir des clés pour comprendre et possiblement contrôler cette connexion. Cette référence voilée était à des conversations que le docteur Zimmermann avait eues avec des guérisseurs mayas. Le mystère de Valladolid, partie 26. Ces hommes, capturés pendant la guerre des castes et interrogés dans les prisons militaires, avaient révélé, sous la torture, des fragments de connaissances ancestrales. Ces témoignages faisaient référence à des « enfants aux deux âmes » qui apparaissaient parfois dans les communautés mayas et qui étaient considérés comme des messagers des dieux. Selon ces témoignages, ces enfants étaient traditionnellement soumis à des rituels spécifiques pour soit renforcer, soit supprimer leurs capacités extraordinaires. Les guérisseurs avaient parlé de cérémonies impliquant des plantes sacrées, des chants et des techniques de méditation. Le docteur Zimmermann, convaincu que cette connaissance ancestrale était la clé pour comprendre scientifiquement le cas des jumeaux, commença à incorporer des éléments de ces rituels mayas dans ses expériences. Cependant, ce qu'il interprétait comme de la recherche anthropologique appliquée était en réalité une série de pratiques qui soumettaient les jumeaux à des épreuves qu'aucun enfant ne devrait subir. Les notes du docteur Segovia, datant du mois de novembre, révèlent une inquiétude croissante. Le docteur Zimmermann a commencé à utiliser des substances dérivées de plantes locales dans ses études, écrivit-il le 15 novembre. Il prétend que ces substances peuvent révéler des aspects cachés de la connexion entre les jumeaux. Cependant, les effets que j'ai observés me causent de graves préoccupations. Les effets étaient terriblement visibles. Après avoir été exposés à des extraits de plantes, comme le Extavanthus et la fleur de mai, les jumeaux entraient dans des états de conscience altérés. Leur connexion psychique s'intensifiait alors jusqu'à des niveaux qui semblaient affecter physiquement toute personne se trouvant à proximité. Le mystère de Valladolid, partie 27. Pendant ces épisodes, qui pouvaient durer plusieurs heures, les marques lumineuses sur leur peau s'étendaient au-delà du pont qui les unissait, créant des motifs complexes qui couvraient une grande partie de leur corps. Plus troublant encore, ces motifs semblaient se projeter sur les surfaces proches. Les murs de leur chambre se remplissaient d'ombres qui formaient des dessins géométriques impossibles. Quiconque entrait en contact visuel direct avec les jumeaux pendant ces états vivait des visions qu'il décrivait comme des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Le docteur Segovia lui-même fit l'expérience d'une de ces visions lors d'un épisode particulièrement intense le 20 novembre. « J'ai vu à travers les yeux des jumeaux », écrivit-il dans un rapport marqué strictement personnel et confidentiel. Je ne peux pas décrire l'expérience de manière cohérente, mais pendant plusieurs minutes, j'ai eu accès à des pensées et des sensations qui ne m'appartenaient pas. C'était comme si je pouvais percevoir le monde à partir de deux points de vue séparés, mais parfaitement coordonnés. L'expérience fut si intense qu'il eut du mal à dormir par la suite.
Ces révélations parvinrent au gouverneur Barbachano par un rapport d'urgence du docteur Segovia le 25 novembre. La réponse officielle fut immédiate et alarmante. Le gouverneur avait décidé que l'expérience était allée trop loin et qu'il fallait prendre des mesures drastiques. Le télégramme qui arriva au fort de San Benito le 28 novembre contenait des ordres qui changeraient à jamais le cours de l'enquête et le destin des jumeaux. Le mystère de Valladolid, partie 28. Suspendre immédiatement toutes les expériences. Préparer transfert urgent sujet vers installation finale. Nouvelle destination, Isla del Carmen. Sécurité maximale. Éliminer tous les registres locaux. Barbachano. L'Isla del Carmen, située au large de la côte de Campeche, abritait la prison militaire la plus sécurisée de toute la péninsule du Yucatan. C'était un endroit d'où personne n'avait jamais réussi à s'échapper et où les prisonniers les plus dangereux étaient envoyés pour disparaître à jamais de l'histoire officielle. Le docteur Zimmermann apprit la nouvelle du transfert avec une frustration frôlant le désespoir. Ses expériences commençaient à donner des résultats qu'il considérait révolutionnaires, et l'interruption de ses recherches représentait la perte d'une occasion scientifique unique. Cependant, quelque chose dans les ordres de transfert suggérait que la destination finale des jumeaux ne serait pas un simple changement d'emplacement. L'expression « installation finale » avait des connotations que toute personne familiarisée avec le système pénitentiaire militaire pouvait comprendre sans difficulté. La dernière nuit que les jumeaux Aurelio et Valentine Salazar passèrent au fort de San Benito fut le théâtre d'un phénomène que ni le docteur Segovia ni le docteur Zimmermann ne purent expliquer, mais qu'ils documentèrent méticuleusement. Pendant toute la nuit, les jumeaux restaient dans un état de luminosité constante. Leur respiration s'était synchronisée non seulement entre eux, mais aussi avec le rythme des vagues qui se brisaient contre les falaises. Pour la première fois depuis qu'ils avaient été séparés de leur famille, ils n'émirent aucun signe de détresse. C'est comme s'ils savaient que leur temps ensemble touche à sa fin, écrivit le docteur Segovia dans son dernier rapport. Et comme s'ils avaient décidé d'utiliser ces dernières heures pour communiquer à un niveau qui dépasse tout ce que nous avons observé. Le mystère de Valladolid, partie 29. Le matin du 30 novembre 1847, une autre charrette militaire s'arrêta devant le fort de San Benito. L'escorte était composée de soldats de la garde pénitentiaire de l'Isla del Carmen. Le voyage vers leur destination finale était sur le point de commencer, et avec lui se refermerait à jamais l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire médicale et politique du Mexique. Le transfert eut lieu le 1er décembre, sous une pluie battante qui semblait vouloir effacer toute trace de l'opération. Mais ce qui s'est passé pendant ces dernières heures au fort révélerait enfin la véritable horreur qui s'était tramée sous le masque de la recherche scientifique. Le docteur Zimmermann, face à la perte imminente de ses sujets d'étude, avait décidé de faire une dernière expérience qui, selon ses notes, révélerait la nature de la connexion entre les jumeaux et fournirait des données cruciales pour de futures recherches. Ce qu'il prévoyait était un procédé qu'il avait conçu en secret, basé sur les rituels mayas qu'il avait étudiés et sur des techniques chirurgicales expérimentales. Aux premières heures du 30 novembre, alors que le docteur Segovia dormait sous l'effet d'un sédatif que l'Allemand avait discrètement ajouté à son dîner, Zimmermann se rendit dans la chambre des jumeaux avec ses 2 assistants. Son intention était de réaliser une séparation contrôlée et progressive qui lui permettrait d'étudier en temps réel les effets de la déconnexion physique sur leurs liens psychiques. Mais il arriva quelque chose que le docteur Zimmermann n'avait pas prévu. Le mystère de Valladolid, partie 30. Quand le docteur Zimmermann et ses assistants entrèrent dans la chambre, ils trouvèrent Aurelio et Valentine debout sur le sol de pierre, maintenus en équilibre parfait malgré leur connexion physique. Leurs yeux étaient ouverts et fixés sur un point visible au plafond. Les marques lumineuses sur leur peau s'étaient transformées en motifs complexes qui couvraient la majeure partie de leur corps. Les sujets semblent être dans un état de conscience élevé, nota l'un des assistants. Mais le plus troublant fut que le docteur Zimmermann ne put pas les toucher. Il n'y avait aucune barrière visible, mais chaque fois qu'il tendait la main vers eux, il ressentait une résistance qui se transformait en une sensation de brûlure. « Mes instruments chirurgicaux ne peuvent pas entrer en contact avec leur peau », écrivit-il. C'est à ce moment-là que le docteur Segovia, réveillé,
arriva dans la pièce et comprit la véritable nature des jumeaux. Ils ne sont pas de simples enfants avec une anomalie médicale intéressante, réalisa-t-il. Ils sont quelque chose de complètement différent. Il envoya un rapport d'urgence à Mérida, mais le gouverneur ordonna que le transfert vers l'Isla del Carmen se fasse comme prévu. À l'arrivée sur l'île, les jumeaux firent une dernière démonstration de leur pouvoir, projetant une vision de leur mère à tous les soldats. Ils furent ensuite incinérés sur ordre du commandant de la prison, mais les flammes ne les touchèrent pas. Au lieu de cela, les marques lumineuses sur leur peau absorbèrent le feu et les jumeaux s'élevèrent au-dessus des flammes. Ils émirent un dernier son, une mélodie magnifique et triste, avant de retomber au sol, le pont de peau disparu et leur corps devenu ordinaire. Ils étaient morts. L'examen post-mortem révéla qu'ils étaient en parfaite santé et qu'ils avaient disparu des photos. Leurs corps furent enterrés dans une tombe anonyme sur l'île. L'affaire fut classée secret d'État, et aucune preuve ne subsista. Aujourd'hui encore, des phénomènes lumineux sont rapportés sur l'île, et la question demeure, qui étaient réellement Aurelio et Valentine Salazar? Des anomalies médicales ou une nouvelle étape de l'évolution humaine? Le mystère des jumeaux de Valladolid reste le plus grand secret du Mexique.